Mon garçon, tu vas d'abord l'essayer. Si tu te fais une idée sur les choses avant de les essayer, mon garçon, tu n'iras pas loin dans la vie. Je pourrais jamais porter ça. Pourquoi? Ce chandail-là te va bien. Comme un gant. Maurice Richard se mettrait jamais ça sur le dos. T'es pas Maurice Richard. Puis c'est pas ce qu'on se met sur le dos qui compte, c'est ce qu'on se met dans la tête. Ce dialogue, c'est le cœur du conflit. La tension psychologique pour le garçon à ce moment-là est immense. Sa mère tente de lui imposer de force ce chandail qu'il déteste et ça déclenche une crise. Une crise qui est, à cet égard, profondément touchante et révélatrice. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de plus grand. Le livre Le chandail de hockey de Rochecarrière, en réalité, ce n'est pas juste une simple histoire sur le hockey pour les enfants. Non, c'est bien plus. C'est une fable puissante sur l'identité, sur l'appartenance et sur le poids des symboles dans une société qui était à l'époque très divisée. Absolument. Rochecarrier, il a imaginé une histoire semi-autobiographique et ça nous plonge vraiment dans son enfance, dans le Québec rural des années 40-50. Un monde où le hockey, ce n'était pas un jeu, c'était une religion. Exactement. Alors, aujourd'hui, on se lance dans une exploration de ce classique de la littérature canadienne, Le chandail de hockey. Notre source, c'est le livre lui-même, illustré par Sheldon Cohen. On va décortiquer comment une simple erreur de commande par correspondance, ça devient une véritable tragédie personnelle et un commentaire social profond. L'histoire commence donc dans le petit village de Sainte-Justine, au Québec. On est dans les années 50, pendant ces hivers interminables. Oui, et pour le jeune narrateur, l'univers est très, très codifié. Sa vie est rythmée par 3 lieux principaux. Lesquels? D'abord, il y a l'école. Et le livre est clair là-dessus, c'est une sorte de punition. Un endroit où on attend que le temps passe. En préparant les prochains matchs de hockey, j'imagine. Évidemment. Ensuite, deuxième lieu, l'église. C'est plus un lieu de repos, un endroit où on prie, mais on prie pour quelque chose de très précis. Pas pour la paix dans le monde, je parie. Pas du tout. Le livre dit qu'on demande à Dieu de nous aider à jouer aussi bien que Maurice Richard. Les priorités sont claires. Et ça nous amène au 3e lieu, le plus important. La patinoire. C'est là que se passe la vraie vie. Le livre insiste. La vraie force, les vrais chefs, les vrais combats, tout se passe sur la patinoire. C'est le centre de leur monde. Et au centre de ce monde, il y a un dieu, Maurice Richard, le Rocket. L'idolâtrie est totale, absolue. Tous les garçons portent l'uniforme des Canadiens de Montréal. Le rouge, le blanc, le bleu. C'est même pas un choix. C'est une évidence. C'est plus qu'une imitation, c'est une transformation. Ils se coiffent comme lui, ils lacent leurs patins comme lui, ils mettent du ruban sur leurs bâtons exactement comme lui. Et l'image que donne le livre est incroyable. Sur la glace, on a 5 Maurice Richard contre 5 autres Maurice Richard. Tous avec le numéro 9. Tous. L'individu disparaît. C'est une illustration parfaite de l'identité collective. Le chandail, ce n'est pas un vêtement, c'est un uniforme qui signifie ton appartenance à une tribu, à une culture. Oui, tout à fait. Et Maurice Richard, pour le Canada français de l'époque, c'est un héros mythique. Il représente la fierté, la force. Porter son chandail, c'est s'approprier un peu de cette force. Mais voilà, ce monde parfait est sur le point de se briser. Et tout commence de la façon la plus banale possible. Le vieux chandail. Exactement. Le vieux chandail des Canadiens du garçon est devenu trop petit, il est usé, troué. Et sa mère lui dit « Fini. Avec ce vieux chandail, tu vas nous faire passer pour pauvres. » Et c'est là qu'un autre grand symbole de l'époque entre en jeu, le catalogue Eaton. Ah, le fameux catalogue. Pour la mère, qui est une femme très fière, pas question d'aller au magasin général. Non, elle ne commande que par le catalogue Eaton. C'est un symbole de modernité, de statut. Mais il y a un hic, un obstacle qui est au cœur des 2 solitudes canadiennes. La langue. Les formulaires sont en anglais et sa mère, elle n'y comprend rien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son papier à lettres et elle écrit une lettre très personnelle à « Cher Monsieur Eaton ». C'est fascinant parce qu'elle ne remplit pas une case, elle écrit à une personne. C'est ça qui est si touchant et si révélateur. Elle décrit son fils, 10 ans, un peu trop grand pour son âge, un peu trop maigre, elle joint 3 $. On a ce contraste incroyable entre une requête humaine, presque intime, et la grosse machine commerciale, impersonnelle et anglophone d'Eaton. On sent déjà que ça peut mal tourner. Absolument. Et d'ailleurs, le garçon le sent aussi. L'attente est terrible. 2 semaines plus tard, le paquet arrive. Et là, le narrateur utilise des mots très forts. Ce jour-là, j'eus l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Le moment de vérité. Le moment de la catastrophe.
Il ouvre le paquet et au lieu du chandail bleu, blanc, rouge des Canadiens, il découvre un chandail bleu et blanc, Oh non! avec une feuille d'érable sur la poitrine. C'est le chandail des Maple Leafs de Toronto. L'ennemi juré. L'autre équipe. L'autre Canada. C'est l'horreur absolue. Le livre précise « Jamais dans mon village quelqu'un n'avait porté le chandail de Toronto ». Pour lui, ce n'est pas une simple erreur, c'est une humiliation totale, une insulte. Et sa réaction, elle est viscérale. On touche à quelque chose de très profond. Ce chandail, ce n'est pas juste qu'il est moche, il représente l'adversaire, l'étranger. Le porter, ce serait une trahison. Une trahison envers qui? Envers son héros, envers son identité même. Tout son être est construit autour de ce symbole des Canadiens. Alors la question qui se pose pour lui, elle est terrifiante. Qu'est-ce qui reste de moi si on me force à porter les couleurs de l'ennemi? En larmes, il le dit à sa mère « J'emporterai jamais cet uniforme-là ». Mais il se heurte à un mur, le mur de la logique adulte. C'est là qu'on retrouve notre dialogue du début. Une logique qui pour l'enfant est complètement à côté de la plaque. Pour elle, c'est un chandail. Pour lui, c'est son âme. Exactement. Et quand le garçon lui dit que Maurice Richard ne porterait jamais ça, la réponse de sa mère est terrible. « T'es pas Maurice Richard ». Puis elle sort l'argument ultime, l'argument culturel. Lequel? Elle lui dit « Monsieur Eaton, c'est un Anglais. Il va être insulté. S'il est insulté, penses-tu qu'il va nous répondre très vite ?» C'est une forme de manipulation, même si elle n'est pas consciente. Elle utilise la peur de cette autorité lointaine, anglophone, pour le faire plier. Il est coincé. Complètement. Il est obligé de mettre cette abominable feuille d'érable. Et la punition sociale, elle est immédiate. Il arrive à la patinoire et tous les autres Maurice Richard s'arrêtent de jouer. Il le regarde en silence. Le silence doit être pesant. Il dit que le chandail pesait sur ses épaules comme une montagne. L'ostracisme commence tout de suite. Le capitaine de l'équipe, son meilleur ami, lui dit qu'il ne jouera pas sur la première ligne, puis qu'il doit attendre sur le banc. Il passe les 2 premières périodes comme ça, seul, exclu. C'est là qu'on peut se demander, que ferait-on à sa place? Comment un enfant peut gérer ce sentiment d'être un paria, un traître, à cause d'un vêtement? C'est une question terrible. Et ses amis ne sont pas méchants, en fait. C'est presque un réflexe. Il ne porte pas le bon uniforme, donc il ne fait plus partie du clan. C'est aussi simple et aussi cruel que ça. Et la situation explose en 3e période. Un joueur se blesse, c'est sa chance-là. Il saute sur la glace, enfin. Mais ce n'est pas fini. Non, l'arbitre siffle immédiatement. C'est le jeune vicaire du village. Et il punit le garçon. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de joueurs sur la glace. La goutte d'eau. C'est ça, tout explose. La frustration, l'humiliation. Il crie « C'est de la persécution! C'est à cause de mon chandail bleu !» Et, dans un geste de rage, il fracasse son bâton sur la glace. Et l'adulte, encore une fois, interprète tout de travers. Le vicaire ne voit pas la détresse, il voit de l'orgueil. C'est terrible. Le vicaire lui dit « Ce n'est pas parce que tu as un petit chandail neuf des Maple Leafs que tu vas nous faire la loi. » Il l'accuse d'arrogance et l'envoie à l'église pour demander pardon à Dieu. La punition suprême. Il est banni de la patinoire, le seul lieu qui compte, et envoyé dans le lieu de l'ordre moral adulte qui ne le comprend pas. Et le livre se termine là-dessus. Le garçon va à l'église avec son chandail des Maple Leafs. Il s'agenouille et il prie. Mais ce n'est pas une prière pour demander pardon. Ah non? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande à Dieu d'envoyer au plus vite 100 millions de mythes qui viendraient dévorer mon chandail des Maple Leafs de Toronto. C'est une fin absolument géniale. C'est tellement logique du point de vue d'un enfant. Il ne peut pas défier les adultes, alors il fait appel à une puissance supérieure et à des insectes. C'est un acte de résistance finalement. Exactement. L'incompréhension des adultes est totale. La mère, le vicaire, ils ne voient qu'un chandail. Ils sont aveugles au fait que c'est son identité qui est en jeu. Et cette prière, ce n'est pas une soumission, c'est une affirmation de soi. Il souhaite la destruction du symbole de son malheur. C'est une fin douce amère, qui exprime parfaitement l'impuissance et la passion de l'enfance. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce livre nous montre comment un objet, un simple objet, peut devenir un symbole incroyablement puissant. Un marqueur d'appartenance et d'exclusion. Oui, il explore ce choc entre la logique adulte, pragmatique, et la passion enfantine qui est, elle est absolue. Et puis, il y a ce poids de l'identité collective, ce besoin d'appartenir à un groupe qui est une force immense. C'est une histoire qui, sous des airs de petites anecdotes, touche à des thèmes vraiment universels. Tout à fait. Et ça m'amène à une dernière pensée. L'histoire, elle se passe dans les années 50. C'est une autre époque.
Mais on peut se poser la question, quels sont nos chandails de hockey aujourd'hui? C'est une excellente question. Quelle marque, quel logo, quel drapeau sur les réseaux sociaux on utilise pour définir qui est dans notre équipe et qui est l'adversaire? Mhm. La question de savoir comment on réagit tous ensemble face à celui ou celle qui porte le mauvais chandail, elle reste peut-être plus pertinente que jamais.